Le docteur Moussa Maman Bello est ethnopsychiatre. Les hôpitaux parisiens font régulièrement appel à ses services pour la prise en charge psychologique de patients africains déstabilisés par le sida. S'il est malade, ses affects sont partagés comme ça autour des membres de la famille. Lors de séances d'ethnomédecine, il puise dans la symbolique africaine pour faire admettre diagnostic et traitement aux patients qui les refusent. Il y a plein de choses en Afrique. Dans le quartier de la Goutte d'Or, Moussa a créé l'association Uraka, l'unité de réflexion et d'action des communautés africaines. Au-delà de son rôle social, l'association a développé un programme de santé pour la prévention du sida et le soutien aux personnes séropositives. Moi, je vais aller en distribuer. Tiens, c'est pour les Ivoiriens. Non, toi, c'est bon. Dans ses consultations d'ethnomédecine, Moussa travaille avec l'aide de médecins et de médiateurs culturels. Pour la première fois, quand on vous a annoncé que vous avez un problème de santé, qu'est-ce qui s'était passé dans la tête? Je voyais la mort, je me disais que c'était fini. Est-ce que vous êtes suivi à l'hôpital? Je suis suivie, mais j'ai du mal à prendre le traitement qu'on m'a donné. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête si on vous demande de prendre le traitement? Il y a quelque chose qui vous bloque? Parce que je ne crois pas trop à cette maladie qui m'arrive. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Quand j'ai appris que j'avais cette maladie, j'ai décidé d'aller au pays. Et puis là-bas, j'ai été soignée par un guérisseur qui m'a donné un traitement et qui m'a dit de ne pas prendre un autre traitement que celui-là. D'abord, dans un premier temps, il y a ce problème d'angoisse que vous ne croyez pas à cette maladie. Et après, il y a ce voyage en Afrique où le guérisseur vous a dit de ne pas prendre autre traitement que ça. Et comme vous vous sentez mieux, vous dites, bon, ben, c'est que le guérisseur a dit certainement, c'est bon. Oui, c'est ça. Ouais. Mais malgré tout, est-ce que vous avez expliqué ça à votre médecin hospitalier qui vous soigne? Je me suis dit que peut-être qu'il ne comprendrait pas. Si, Mais non, je ne lui ai pas dit que j'allais voir un guérisseur. Ah, d'accord. Bon. À quoi tu penses, toi Quand on a vu qu'il y avait ça, elle s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi ça lui tombait sur la tête et pourquoi c'était à ce moment-là. On avait beau lui expliquer les choses, comment ça se transmet, elle avait très bien compris ça. C'était pas ça sa question. Je pense que quand elle est partie là-bas, c'est des réponses à ça qu'elle cherchait. Je ne suis pas sûre qu'elle les ait obtenues jusqu'à aujourd'hui. Et donc je pense que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas tellement à prendre ses traitements. Il vous a donné des plantes. Est-ce que vous avez le nom de plantes? Non, il ne vous a pas dit... Mais non, mais on m'a donné beaucoup de plantes à boire et puis à me laver avec. Puis non, je n'ai pas les noms. C'est des compositions, hein, donc je ne sais pas. On ne m'a pas dit. Ah, donc vous sentez vraiment bien avec ça, ça va. Pour vous, ça va? Pour moi, ça va, mais je me dis pendant combien de temps? Mais par contre, il y a le doute qui persiste. Hein. Je suis partagée quand même. Parce que, ayant vécu longtemps ici, je sais que cette maladie est très grave, qu'elle peut être grave qu'on arrive à la soigner, mais qu'on ne la guérit pas. Donc je me dis, si c'est vraiment ça et que je reste là à perdre du temps, je risque de me retrouver avec
un état beaucoup plus grave. C'est pour ça que je suis là, pour que vous m'aidiez à prendre cette décision. Donc, il y a deux. Il y a Madame de l'Afrique et Madame de la France qui se parlent là et qui se discutent quelque part. Madame de l'Afrique, au départ, dit « Oh, ces choses de blanc, je caricature. Ils m'ont dit que je suis malade. Moi, je ne crois pas. Je vais aller en Afrique. » Donc, c'est Madame de l'Afrique qui va en Afrique, qui cherche des solutions. Et Madame de la France dit « Oh, ouais, j'ai pris le traitement là-bas, je me sens mieux, mais je ne pense pas que je sois encore guéri. » Alors, comment on peut travailler? Comment allons-nous faire pour faire que Madame de France et celle de l'Afrique, qui sont quelque part en même temps, hein, comment on peut les réconcilier? C'est pour ça que je suis là, puisque vous faites le pont entre l'Afrique et ici. C'est peut-être vous qui allez m'aider à accepter que je suis vraiment malade et que je dois prendre le traitement d'ici. Et puis continuer celui de là-bas. Puisque je ne sais pas, vous pourrez toujours me dire, je ne sais pas s'ils sont incompatibles ou s'ils peuvent se compléter. Très bien. Bon, écoutez, moi je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais vous dire ma manière de travailler. D'abord, la première condition, c'est de continuer à avoir votre médecin qui va vous faire un suivi médical régulier. Et s'il y a un traitement à donner, vous le prenez, comme il vous le dit. Le reste, je m'en occuperai. C'est-à-dire l'autre côté de l'Afrique, je vais m'en occuper. Qui sont ces guérisseurs qui prétendent traiter le sida? Apportent-ils une aide réelle aux malades ou sèment-ils la confusion? De retour au Bénin, son pays d'origine, Moussa décide d'enquêter sur ces guérisseurs dont lui parlent ses patients. Qu'est-ce qu'ils sont venus acheter là? C'est une écorce d'un arbre qui est très nécessaire. Le gars vient de la frontière Nigeria, il cherche ça jusqu'à arriver ici. D'accord. Alors, donc, vous vendez que les plantes ou bien vous soignez aussi avec les plantes? Nous soignons. Quelles sont les maladies courantes que vous soignez ici? En tout cas, moi, je ne peux pas vous mentir. Il n'y a pas une maladie que nous ne soigne pas. Est-ce que vous soignez aussi le sida? Vu nos plantes là, ce que moi je connais comme plantes racines, le sida ne peut pas être inguérissable. Les blancs en Europe, ils cherchent, ils n'en trouvent pas encore, ils n'ont qu'à savoir que le sida, par l'indigénat, on peut trouver plus. Nous, on voit parfois qu'on guérit certaines maladies du sang et autres. Même on se demande, mais si ce n'est pas le sida. Mais il y a quand même des docteurs ici au Bénin, et particulièrement à Cotonou, qui disent qu'ils peuvent soigner le sida avec des plantes. Alors, est-ce que c'est avec vos plantes, à vous, ou bien... Oui, c'est ce que je vous dis. Parce que moi, je vois un peu dans les plantes, je vois que le sida est traitable. Oui. Le sida est traitable. Ça existait depuis. Donc, c'est pour ça, moi, j'aime trop les plantes. Même là où vous êtes maintenant, vous êtes en train de respirer. L'odeur des plantes, là, ça vous guérit. Hein. L'oxygène de ces plantes qui se dégagent là, entouré de vous, ça parle, parce que les plantes parlent. Les plantes, ils parlent. En Afrique, la propagation du virus s'est vite transformée en commerce très rentable. Sous le slogan « Sauvons l'Afrique avec des moyens locaux », une société spécialisée dans l'apithérapie
vante les vertus d'un produit à base de miel comme traitement anti-sida. Apicida, du principe actif apivérine, est un produit qui permet de baisser la charge virale. Si vous voulez, c'est un complément alimentaire qui a des effets. Ah, c'est un complément alimentaire qui a des effets tels que la baisse de la charge virale, la montée de CD4. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux de dire à un malade que la seule thérapie à base de miel va le soigner? Nous, on peut dire sans hésiter que nous avons un antirétroviral comme tout autre. Parce que ça a des effets que n'importe quel antirétroviral peut faire, ou bien des antirétroviraux associés peuvent faire. Bon, très bien. Moi, je reviens encore un peu. Je vais vous poser une question, monsieur le médecin. Un produit contre le VIH, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut faire pour un malade? On va traiter ce produit d'efficace. En date d'aujourd'hui. De toute façon, la médecine n'a jamais dit qu'un produit, les antirétroviraux guérissent le sida. Vous aussi, depuis qu'on parle ici, je n'ai pas encore dit ça aussi. Je n'ai pas dit qu'on guérit. J'ai dit quand on prend le produit, il y a l'effet, la baisse de la charge virale et la restauration du système immunitaire. Et troisième point très important, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, vous avez fait une découverte, vous-même, des produits. Vous êtes en même temps le fabricant et le vendeur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure qui permet de gérer ça. On le vend comme ça, à coup de vent, parce que... Est-ce que vous ne pensez pas que vous profitez au moins de l'événement SIDA pour vous faire de l'argent, non, par exemple? Je regrette. Nous, notre souci, je regrette vraiment. Notre souci, c'est d'aider nos frères africains à pouvoir se battre contre ce fléau. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous traite de charlatan? Parce que... Et d'escrocs, surtout parce que c'est comme ça que les gens pensent. Mais j'ai l'impression que vous banalisez tout ce que je vous dis. Je ne banalise pas, non, je ne banalise pas. Nous sommes des Africains qui croyons beaucoup en notre force, qui croyons que nous pouvons émerger, nous pouvons tenter aussi des remèdes contre un fléau. Oui, mais d'accord, mais pas n'importe comment. Mais là, je peux me plaindre contre vous. Oui. Il y a une diffamation, je peux me plaindre contre vous. En disant quoi? Vous nous tassez de voleurs, c'est en termes que ce n'est pas le cas. Pas de voleurs, chacun est libre de faire sa recherche, chacun de par sa vision, chacun est libre de pousser. Je ne parle pas de voleurs. Non, j'aimerais que vous rectifiez. Non, il y a des choses. Quels sont les moyens dont dispose réellement l'Afrique pour faire face à la pandémie? Moussa se rend au programme national de lutte contre le sida pour faire le point sur l'accès au traitement. Lorsqu'un patient est testé séropositif, 2 critères déterminent l'accès au traitement antirétroviraux, dit aussi ARV. Le taux de CD4, qui reflète l'efficacité des défenses immunitaires, et la charge virale qui établit la quantité de virus présente dans l'organisme. Seuls les malades ayant atteint un stade très avancé de l'infection sont éligibles au programme de distribution des ARV. Bonsoir. Souvent, plein de gens se plaignent en disant qu'ils n'ont pas accès aux antirétroviraux, même s'il y a un traitement, même si c'est... ils se plaignent en gros qu'il n'y a pas de traitement, qu'ils n'ont pas accès aux médicaments. Non, il faut remarquer quand même que le programme qui est fait de façon à prendre en charge un certain nombre de malades par année. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 3000 malades et l'année prochaine, certainement qu'on va passer à 5000 malades. Il est tout à fait normal qu'on ne peut pas prendre en charge tout le monde. Mais parmi ceux qui se plaignent, il y a ceux-là qu'on ne peut pas élire. Parce qu'il y a un certain nombre de critères. On fait des tests, des examens biologiques qui permettent de démarrer le traitement. Mais si ces malades-là ne répondent pas à ces critères, on ne peut pas les prendre en charge. Alors donc ceux qui ne sont pas élus, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans le critère de choix médical, pendant ce temps-là, eux, ils font quoi? Oui, disons les médicaments, on n'en aura jamais assez. Puisqu'il y a plus de malades qu'en fait
de moyens pour les traiter. Il y a une telle prolifération des gens qui disent qu'ils peuvent guérir le sida. Hein? Est-ce que ce n'est pas le fait que l'accès aux soins et l'accès aux médicaments antirétroviraux qui font que les gens ont tendance à aller voir les guérisseurs et à prendre des plantes et autre chose? Oui, il y a cet aspect du problème qu'il ne faut pas négliger. Et tous les jours, il y a des guérisseurs qui s'improvisent. Il y a même des gens très sérieux aussi qui s'improvisent, capables à un tour de vis de guérir le sida. Donc ça pose un certain problème et je crois que c'est l'information, tout azimut, qui doit pouvoir passer, qu'on explique la maladie aux gens pour qu'ils conçoivent eux-mêmes qu'il ne faut pas se confier à n'importe qui. Et c'est très important. Le rôle des guérisseurs est un sujet sensible en Afrique, où la presse se fait régulièrement l'écho de faux espoirs nés de solutions miracles. Moussa découvre qu'un de ses confrères biochimistes est fortement médiatisé pour avoir mis au point un traitement à base de plantes comme alternative à la trithérapie. J'avais eu cette envie de venir vous voir parce que je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser d'abord au problème de sida et ensuite à la thérapie avec les plantes pour soigner vos malades. Oui, mais toi, tu n'es plus au pays. Sinon, tu devrais savoir. Oui, c'est vrai. Ouais, le problème, c'est que, et malheureusement, et tu sais qu'il y a à peu près 38 millions de malades aujourd'hui du sida. Et sur ces 38 millions, nous avons 27 millions en Afrique, au sud du Sahara. Et bien que ici, nous soignons parmi les pays les moins touchés, nous avons quand même 80 000 malades. Et sur ces 80 000 malades, nous avons 12 000 qui attendent, qui désespèrent d'avoir un traitement, qui attendent la trithérapie et qui sont en train de mourir. Alors, tous les efforts de tous les bailleurs de fonds ne permettent de prendre en charge que 5 000 malades. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que la communauté internationale, qui veut coûte que coûte trouver les milliards qu'il faut pour nous soigner, trouve de l'argent, achète la trithérapie et nous l'apporte? Ce que je voudrais savoir, vous êtes pour la trithérapie ou bien vous êtes contre la trithérapie? Ah, Moussa, tu ne vas pas me faire dire des choses. Non, la question n'est pas là. Si j'avais la trithérapie, je donnerais à tout le monde. Bien, maintenant, je donne la trithérapie et les malades échappent à la trithérapie. Qu'est-ce que je fais? Je te pose la question là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Je vais en brousse chercher toutes ces plantes qu'on donne dans les problèmes de virus et tout ça, parce que tu es médecin et tu sais ça, et tu essayes et tu vois, et tu essaies de voir ce qui se passe. Et c'est ce que nous avons fait. Est-ce que vous n'avez pas peur de vos pairs médecins, c'est-à-dire vos collègues, qui risquent de dire, voilà, un professeur qui fait la recherche, qui... est-ce qu'il ne fait pas le business sida parce que ça rapporte de l'argent, ou alors... Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous considère comme un charlatan? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussa. Merci beaucoup. Vraiment, merci. D'abord, je vais te dire, le Nord a dit qu'il n'y a pas de traitement disponible. Ce n'est pas vous, les ploucs là, qui allez dire que quelque chose pouvait être fait. On n'a plus de personnalité propre. Quand ils disent, bon, il y a un traitement et tout ça, on attend, on dit, il n'y a que ceux qui ont le traitement et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais nous avons eu une médecine. Comment nous avons fait avant? D'accord. Tu peux demander aux malades que tu vas voir là. Tu verras leurs résultats. Vous avez fait le test où? À l'hôpital aussi? À l'hôpital. À l'hôpital. Oui. Et on vous a dit, voilà, que madame, je suis séropositive. Que vous êtes séropositive. C'est là. Et après, on vous a dit que... Je vais commencer par prendre les soins chez eux. Les soins. Et vous avez commencé les soins. Et comment ça s'est passé quand vous avez commencé à prendre les soins? Réellement? On me donnait les médicaments. Bon, je ne me sentais pas du tout bien. Bon, il y en a des moments où on dit les médicaments sont terminés, il faudra revenir.
et tout. Et donc il y a des ruptures de médicaments. Et des fois, on arrête les traitements. C'est là que je dis non, moi, je ne vais pas me toxiquer pour ces médicaments. Moi, je vais arrêter. Vous ne comprenez pas, on vous dit d'arrêter, vous allez recommencer. Tantôt, il n'y a plus de médicaments. Il faut repasser. Et tous les malades crient. Il y a les malades, beaucoup de malades qui sont à l'hôpital là-bas. Alors, tu vois, par exemple, ici, tu vois, cet examen, je l'ai fait le 26 juin. Et quand elle est arrivée ici, le CD4, c'était 160. On l'avait mis sous traitement, mais elle ne supportait pas du tout. Donc, je l'ai reprise et je lui ai donné nos plantes. Voilà. Et voilà ce que ça a donné. Elle a 374. Ouais. Et selon les critères, elle n'est pas malade, là. Elle est séropositive, mais saine. Moi, je pense qu'à un moment donné, il n'y aura plus du tout de virus et que c'est des personnes qui vont avoir une vie tout à fait normale. Donc, vous pensez que avec le traitement de vos plantes, il va avoir des malades séronégatifs? Ce serait ça l'idéal, non? Pourquoi tout le monde se bat? La recherche aussi en Europe continue pour arriver à cela. Pourquoi je ne vais pas espérer y arriver? D'accord. Et je voudrais, si vous le permettez, je voudrais lire les autorités sanitaires qui ont écrit, je crois, il y a le PNLS et puis la direction des pharmacies. Hein. Voilà ce qu'ils disent. Compte tenu du caractère passionné et délétère du débat qui se développe autour du traitement du sida et dont les véritables victimes sont les malades et leurs familles, le directeur des pharmacies et des laboratoires, ainsi que le coordinateur du programme national de lutte contre le sida, informe les Béninoises et les Béninois qu'à ce jour, aucun traitement de par le monde, fût-il moderne ou traditionnel, n'a permis de transformer une personne séropositive en une personne séronégative ou de réduire à néant sa charge virale. Seul critère de guérison. Il serait alors injuste, dangereux, voire malhonnête, de confondre la guérison des maladies opportunistes liées au sida avec le sida lui-même, car les personnes traitées demeurent toujours porteuses du virus et donc susceptibles de le transmettre à d'autres. En conséquence, nous invitons les malades et leurs familles, dont le désarroi est légitime et compréhensible, à ne pas céder aux appels des marchands d'illusions de plus en plus nombreux ces jours-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je persiste et signe. Ce n'est pas des chercheurs, c'est rien, c'est des personnes qui n'ont même pas, qui répètent ce que dit le Nord. Mais entre le moment où on vous annonce que vous êtes séropositif et le moment où on vous met sous traitement, peut-être que notre action, nos plantes, peuvent nous permettre de faire en sorte que les malades ne tombent pas tout de suite dans le sida maladie. S'ils peuvent vivre avec leurs problèmes et ne pas mourir, hein, c'est parfait. Tous ces villages qui se dépeuplent, va un peu à l'intérieur du pays, tu vas pleurer, mon frère. Moussa s'inquiète de la grande confusion qui règne dans les discours adressés aux malades. En s'éloignant de la capitale, il décide de passer au dispensaire Saint-Camille, tenu par des religieux et devenu depuis peu un centre de distribution gratuite des ARV. Ici, on accueille une population très nombreuse et qui vient souvent de très loin dans l'espoir d'être soignée. Voilà. Il a la peau très sèche. Tu as reçu de la pommade? Oui. Est-ce qu'il va bien, la sœur? J'ai beaucoup de choses. Donner un peu de laxatif. Peut-être ça va le soulager. On dit lui de ne pas avoir peur de mettre de la pommade. Hein? On en a encore, mais là c'est vraiment très très sèche. Alors, pommade, tu es encore très maigre. Hein? Est-ce que tu fais travailler un peu tes muscles? Tu as le temps toute la journée. Qui t'a donné ça? C'est Happy Bénin? Happy Bénin. Comment tu vas?
Pour traiter leurs malades, ils utilisent aussi la spiruline, une microalgue verte, très riche en protéines, vitamines et acides aminés, qui contribue au renforcement des défenses immunitaires. Découverte pour la première fois aux abords du lac Tchad, elle est utilisée en médecine traditionnelle depuis des siècles pour lutter contre la malnutrition. Avant 70, nous, on avait quelques algues comme ça que les Peuls utilisaient. Ah bon. Mais la sécheresse des années 70 a fait que tout a disparu. Ouais. Et ça, on en utilise. Nous, on a les ARV depuis 1 an à peu près. Donc avant, je n'avais que ce recours, les compléments alimentaires. C'est vraiment le remède à la malnutrition dans les pays pauvres. Mais ce n'est pas défendu suffisamment, je ne sais pas pourquoi. Mais les laboratoires, les lobbies des laboratoires, je ne pense pas qu'ils puissent accepter facilement. Oui, voilà, ils auront moins de recettes, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui compte? Soigner des populations entières ou bien donner des revenus à certains? Comment vous êtes arrivé à introduire dans l'alimentation des malades atteints de VIH la spiruline? Alors, je me suis rendu compte que la spiruline correspondait exactement aux besoins des malades. Ils peuvent à peine avaler un minimum de produits liquides. Et la spiruline que nous récoltons, justement, peut s'absorber sous forme liquide avec un peu d'eau sucrée. Et pratiquement, ça remplace les protéines animales. Est-ce que vous avez eu à donner de la spiruline à des malades qui ne sont pas encore élus, comme le terme que les gens utilisent? Oui, éligibles. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ont quand même les CD4 un peu au-dessus de la moyenne. Il me semble que la spiruline est particulièrement indiquée aux malades qui n'ont pas encore accès aux antirétroviraux parce que leurs CD4 sont encore assez élevés et tout de même, leur état physique n'est pas tout à fait satisfaisant. Donc ça les aide vraiment à garder des forces et ça leur donne de l'espoir en attendant qu'ils puissent avoir les ARV. Donc vous faites, si j'ose dire, une sorte de complémentarité entre les ARV et la spiruline. Oui, je crois qu'on ne peut pas les séparer. Nous approchons de l'axe frontalier qui sépare le Bénin du Niger et du Nigeria. Cet axe de migration importante favorise la prostitution et la propagation du virus jusque dans les régions les plus reculées. Ici, l'action et le discours des guérisseurs deviennent essentiels. Au contact direct avec les populations, ce sont les premiers acteurs de soins et de prévention. Alors, vous soignez presque toutes les maladies, mais sauf le sida. À peu près toutes les maladies. Sauf le sida. Sauf le sida que je n'ai pas sûr. Alors, comment, dans ce cas-là, puisque vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas identifier quelqu'un qui est malade du sida, vous n'assurez pas non plus que vous pouvez soigner quelqu'un malade de sida pour sa maladie sida. Ouais, pour finir ça totalement. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux autres guérisseurs qui disent qu'ils soignent le sida? Non, mais ce que moi je demande, s'il est possible, tous les guérisseurs n'ont qu'à rester sur la voie véridique. Parce que déjà, eux-mêmes qui disent qu'ils vont guérir le sida, ils le disent seulement, mais ils n'ont pas des appareils pour connaître qu'ils ont guéri la personne ou pas. Vous voyez? Donc là, il faut être véridique. Parce que chez nous ici, dans le pays d'Indie, quand tu dis que tu vas guérir quelque chose et que tu n'arrives pas à le guérir, c'est une honte chez nous. Ce n'est pas dans les capitaux que la personne peut mentir de n'importe comment. Chez nous ici, non. Nous ici, quand tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, les gens vont vraiment te dire ça carrément même et ils vont te quitter. Parce que maintenant, ce n'est pas avec ça que je vis. Bon, mais je ne peux pas continuer toujours
à laisser mon champ pour venir toujours à étudier comment faire. Mais je le fais seulement parce que j'ai été héritier. C'est comme c'est héritier, je ne peux pas abandonner. C'est un héritage. Ouais. Je ne peux pas abandonner, c'est ça. Le drame qui se joue s'appelle le syndrome du guérisseur. Par définition, un guérisseur doit guérir. Sauf que le sida a changé la donne, ce que semblent occulter charlatans et marchands d'illusions. Pour autant, les vrais guérisseurs contribuent à soulager la population. Avant de se consacrer à la médecine moderne, Moussa a été initié par son père et son grand-père à la médecine traditionnelle. Dans son village de Belotunga, il bénéficie comme tout guérisseur d'une grande crédibilité et d'un profond respect. Pourquoi moi je l'aime. On voulait régler un problème conflictuel entre un garçon qui a un problème d'infection à VIH et sa femme. Elle sait. Je ne l'ai rien caché. Je l'ai dit. Nous sommes tous malades. Sa première femme est décédée. Sa deuxième est là. Il y a un conflit. Il voulait absolument que je puisse venir témoigner de la réalité, parce que la belle famille, j'imagine que c'est faux ce qu'il dit. Je m'en fous. Moi, je lui ai dit ça, mais il ne croit pas. J'ai dit à ma femme. Ma femme, je lui ai dit ça. Mais si le père veut qu'il entende aussi, il faut qu'il entende. Mais je ne le dirai pas. Un point très. Toi non plus, tu n'as pas le droit de dire à... Moi, je peux dire ça. Hein. Si le temps arrive, je lui ai dit ça. Hein. Je suis con. Hein. Et tiens, Kofu. Moi, je sais que je vais sauter. Je sauté pour voir un bel enfant. Je n'aime pas les choses comme ça. Il faut que les parents s'aillent. J'ai assisté à une scène, c'est vraiment une tragédie. Une tragédie dans un couple où les deux sont séropositifs. Et ils n'arrivent pas à gérer leur séropositivité, ils n'arrivent pas à accepter leur séropositivité. Et ça, avec des enfants, la famille se déchire, le milieu, même dans le village, ça a été pour moi un drame. En regardant comment chacun se jette la responsabilité, l'autre accuse, le mari accuse la femme accuse le mari, la belle famille accuse l'autre belle famille, etc., etc. C'est un drame. Pourquoi il y a ce drame? Pourquoi il y a cette manière d'expliquer les choses? C'est parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi, avec tous ces fléaux que l'Afrique a déjà connus, il y a encore un autre fléau qui vient s'ajouter. Et on n'arrive pas, la médecine n'arrive pas à leur expliquer, ne serait-ce que par des phrases très simples, culturelles, que les gens peuvent dire. Mais on ne peut pas admettre de... je suis désolé, hein, tout médecin que je suis, je ne supporte pas, moi, même si je suis malade scientifique, je suis médecin scientifique, tout ce que vous voulez, je ne peux pas supporter qu'on me dise je suis malade, je suis séropositif, voilà, tu es séropositif, va d'abord, on ne peut pas te soigner, mais vas-y, c'est quand tu vas tomber malade qu'on va s'occuper de toi. Mais les gens ne peuvent pas comprendre ça. Et je suis convaincu que, avec peut-être les guérisseurs traditionnels, en essayant de les organiser, ils peuvent avoir des discours qui vont permettre aux malades de comprendre ce qui leur arrive.
Et voilà la nécessité aussi d'organiser les guérisseurs traditionnels. De les former aussi autour de cette maladie que l'Afrique n'a pas eu le temps culturellement de l'intégrer dans les langues. S'il y a une faculté de médecine africaine, on peut pouvoir trouver des mots qu'on peut utiliser pour que les gens puissent comprendre ce qui leur arrive, pour éviter ces genres de tragédies qu'on rencontre un peu partout dans les familles africaines. Surtout dans les villages éloignés, où les gens, c'est comme si c'est les dieux qui sont tombés sur leur tête quand on dit qu'un couple est séropositif. Parce qu'ils ne comprennent pas. Il ne suffit pas d'expliquer, il ne suffit pas de dire. Il y a une manière de dire. Nous sommes au centre de santé de Beletunga. Dans ce centre, j'ai essayé de faire un syncrétisme. Donc j'ai voulu faire à la fois la médecine moderne et la médecine traditionnelle parce que j'avais été formé par mon grand-père. Il y a des gens qui viennent nous voir, qui ont été déjà identifiés ailleurs comme malades atteints du VIH. Mais ils refusent le diagnostic. Puisqu'ils imaginent, en venant ici, qu'on va leur dire que c'est une maladie de sorcier ou de sort jeté ou de je ne sais plus quoi moi. Mais c'est moi qui décide pour dire si c'est les esprits ou ce n'est pas les esprits. Ou alors je lui dis, pour l'instant, tel symptôme, tel autre, ne peuvent être soignés qu'avec la médecine moderne. Souvent, quand on commence le traitement, on leur donne des plantes à travers les guérisseurs, à travers moi-même. Il y a des plantes qu'on sait que c'est des plantes qui sont des plantes nourrissantes. Hein. C'est pas, nous, on ne dit pas que c'est des plantes qui sont des virucides. Non. Le fait de requérir leur poids initial, ils imaginent qu'ils sont guéris. Alors que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est le vrai problème auquel nous sommes confrontés actuellement. Soigner n'est pas forcément guérir. Requérir la santé n'est pas forcément être guéri complètement de cette maladie. Ça suppose qu'il faut absolument être suivi régulièrement par la médecine, tout en faisant confiance à la fois à la médecine traditionnelle et à la médecine moderne. Moussa décide de poursuivre son enquête au Sénégal, là où il a fait ses premiers pas dans la médecine moderne. Dans ce pays d'Afrique, les autorités, pour lutter efficacement contre la maladie, tentent de garantir à tous l'accès aux antirétroviraux et en parallèle, cherchent à développer et encadrer la médecine traditionnelle. Et les antirétroviraux, sont-ils vraiment sur l'ensemble du territoire? On peut l'avoir, ils sont disponibles partout? Oui, effectivement. Sur l'ensemble du territoire, on peut dire sur les 11 régions que compte le Sénégal, les antirétroviraux sont disponibles. Dans votre file active de malades, est-ce que vous avez des déperditions? Oui, naturellement, on a des pertes de vue. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi il y a ces pertes de vue? À mon avis, c'est multifactoriel. Il y en a qui sont fatigués de prendre les médicaments, ou bien qui se sentent mieux, qui croient qu'ils sont guéris, ou bien il y en a qui arrêtent pour aller dans la médecine traditionnelle ou vers d'autres types de médecine. Mais qu'est-ce que vous pensez de la médecine traditionnelle? C'est une médecine que je ne maîtrise pas. Donc je ne peux pas la rejeter d'emblée, mais je ne peux pas l'accepter d'emblée aussi. Parce que nous, au Sénégal, il y a une dynamique pour rapprocher ces deux médecines. Mon utopie dans ma tête, c'est peut-être un jour de créer une faculté de médecine traditionnelle, soit ici à Dakar, ou quelque part en France, dans une université française. Oui, il faut normaliser ça, formaliser ça, il n'y a pas de problème. Le risque, c'est de tomber sur des charlatans qui ne maîtrisent pas ce qu'ils font et qui font des dégâts. Donc, parce qu'il faudrait que les gens sachent que
maîtrise bien tout ce qui est toxicité des médicaments traditionnels, les posologies et tout ça. Oui, tout à fait, ça je suis d'accord avec vous. Parce que ça, c'est important. Nous sommes là dans un laboratoire de pharmacognosie. C'est un laboratoire qui s'occupe d'étudier les plantes médicinales sur le plan chimique. Alors, les plantes récoltées au niveau de la brousse, sous l'indication du tradipraticien, sont identifiées. Et une fois identifiées, les extractions vont commencer pour étudier les principes actifs. Les plantes qui ont eu des tests positifs sont formulées pour une utilisation par les malades. Donc nous connaissons les doses qu'il faut prendre et ces doses sont indiquées sur les étiquettes pour éviter des intoxications. Ça fait plus de 10 ans que vous faites ces recherches ici sur les plantes. Est-ce que là, vous avez trouvé des plantes antirétroviraux, non? Des principes actifs antirétroviraux, non? Alors, il se trouve qu'au Sénégal, il y a des plantes qui renferment des principes actifs qui sont de probables antiviraux. Évidemment, on ne peut pas les comparer aux ARV de synthèse, qui sont beaucoup plus agressifs et probablement plus efficaces. Mais ces molécules naturelles peuvent participer parfaitement à la prise en charge, en tout cas à une stabilisation ou à l'amélioration de l'état des malades. Donc vous ne voyez pas d'inconvénient que la médecine moderne et la médecine dite traditionnelle africaine cohabitent? Je pense que s'il y a un terrain sur lequel ces deux médecines doivent cohabiter, c'est bien le sida. Tous les moyens doivent être mis à contribution pour vaincre le sida, mais également pour prendre en charge cette pandémie. Merci, professeur. Merci beaucoup. Dans la banlieue de Dakar, à Keur-Massar, a été créé un véritable hôpital de médecine traditionnelle. Les meilleurs guérisseurs du pays se sont réunis dans un même lieu pour accueillir les malades et échanger leur savoir en matière de plantes médicinales. Salam alaikum. Ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah. Ça va? Mais il a disparu, le poulard. Il a disparu. Salam alaikum. Salam alaikum. Comment? Bello. Bello. Et vous? Diaw. Diaw. Voilà. Ah ouais. Mais moi, je ne parle pas peu, hein? Et moi aussi, je ne parle pas le français. Quelles sont les maladies que vous soignez? Beaucoup. Toutes les maladies. Lesquelles? Toutes les maladies. Toutes les maladies? Oui. Nous soignons toutes les maladies. Même le sida? En tout cas, on est capable d'intervenir. C'est vous qui leur dites qu'ils ont le sida ou bien c'est eux qui viennent dire... Alors, les malades de sida, quand ils viennent ici avec leur analyse, ils nous présentent ces analyses-là, on sent automatiquement le produit qu'il faut. Ce sont les plantes de Diaw qu'ils consomment. Alors, actuellement, il peut manger comme il le veut. Il peut dormir comme il veut. Il fait tout ce qu'il pouvait faire. Il peut aller avec les gens. Autrefois, on le fuyait. Mais maintenant, on l'accepte. D'accord. Monsieur Diaw, vous utilisez une plante ou vous utilisez plusieurs plantes? Ça dépend. Ah, ça dépend. Ça, c'est mon savoir, ça. Oui, d'accord, mais je n'ai pas dit de me dire les plantes. Alors, il prend beaucoup de plantes. Pour une seule personne? Pour une seule plante. Pour une seule personne et pour une maladie. Ah, alors, pour la maladie de celui-là, il a utilisé combien de plantes? Alors, il y a des graves 4 plantes. 4 plantes? Voilà. Pour le soigner? Oui. Est-ce que M. Diaw peut nous montrer les différentes plantes qu'il cueille? Parce que j'ai appris quand même qu'il y a des plantes ici Non?
Voilà. C'est vers où? Le guérisseur dit, je ne fais que soigner. Je ne guéris pas, je soigne. Je pense que c'est un grand pas pour l'Afrique. Comment ça s'appelle en Wolof? En Wolof. Le nom latin, c'est Scoporia dulcis. C'est un fétiche de voyage chez les saucés. Partie utilisée, utilisation thérapeutique, partie utilisée, plante entière, racine, diarrhée, colique, muguet, avitaminose B, hystérité féminine. C'est extraordinaire ça. C'est la première fois que je vois ça. En Afrique occidentale, il y a d'autres jardins botaniques, mais qui n'ont pas cette qualité de recherche avancée, avec des noms scientifiques, les indications thérapeutiques, les possibilités d'association des plantes. C'est la première fois. Là, on est en train de préparer un mélange de poudre qu'on nomme SM10 et qui entre dans la base de la préparation du VH. C'est ça. Voilà. Je suis très content d'avoir rencontré ces guérisseurs parce que pour moi, c'est la première fois que je vois des guérisseurs organisés. On voit leur sérieux, quoi. Ce n'est plus le temps où on dit ça c'est du secret, je ne peux pas le dire, on m'a interdit de le dire. Mais là, on voit des gens qui s'organisent, qui font des recherches autour de leurs plantes qu'ils connaissent depuis longtemps pour soigner leurs malades. Ils n'ont jamais dit qu'ils guérissent le sida, mais ils ont dit qu'ils s'occupent de malades qui ont par exemple la diarrhée, qui ont des ganglions, qui ont la fièvre, bon, qui sont les signes des maladies opportunistes du sida. Même si la recherche de base, c'est une recherche élémentaire, c'est déjà quelque chose, en tout cas pour l'Afrique, qui a besoin quand même de valoriser sa médecine, qu'elle a toujours utilisée il y a des milliers d'années. C'est une médecine efficace. Il suffit tout simplement qu'on la rende beaucoup plus rationnelle. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que l'Afrique se réveille. Ce n'est plus cette Afrique qu'on voit, on voit que des catastrophes, des malheurs, de ceci. Là, on voit à travers ce que font les guérisseurs quelque chose qui valorise le travail des guérisseurs. Voilà, c'est ça. Tu vas parler. Écoute, tu vas parler. Tu vois, vous êtes... C'est vrai, ça fait plaisir. Tu vois? Hein? Hey, cousin, ils sont partis. Où sont les guérisseurs là? Ils sont tous partis. Conscient de l'intérêt de poursuivre la recherche sur les connaissances des guérisseurs et sur la nécessaire collaboration entre les deux médecines, Moussa cherche à mobiliser d'autres soutiens et rencontre le professeur Luc Montagnier. Dites-moi, vous, en tant que sommité médicale, puisque votre parole fait foi, à quand la collaboration entre les chercheurs occidentaux et les guérisseurs traditionnels en Afrique pour soigner les malades atteints de VIH? Ce qui peut être apporté notamment par les traditions de pharmacopée africaine, par les plantes notamment, doit s'ajouter et non pas remplacer la trithérapie. Il y a un certain nombre d'extraits de plantes qui ont montré des activités contre l'infection par le virus du sida ou pour ralentir l'évolution. Donc prendre dans la pharmacopée africaine, puiser dans cette expérience de plusieurs siècles, plurimillénaire si vous voulez, c'est une des solutions. Je ne dis pas que ça va remplacer les traitements que le Nord apporte. Je pense que c'est complémentaire. Je pense que la plupart de ces produits n'agissent pas directement sur le virus, mais agissent en stimulant les défenses immunitaires et aussi, pour le moment, en ayant des effets antioxydants. Moi, je suis vraiment partisan
de la trithérapie. Mais j'essaie d'aider mes malades avec les plantes que je pense qu'ils peuvent leur apporter quand même comme des adjuvants alimentaires. Je fais confiance à la médecine et je ne doute pas non plus de la médecine traditionnelle. Jusqu'aux preuves de contraire, en tout cas, les guérisseurs traditionnels, ils arrivent à corriger certaines pathologies opportunistes, à maintenir l'équilibre de santé de leurs malades, qui reprennent le poids, qui reprennent confiance. Mais je ne sais pas jusqu'à où, jusqu'à quand. Je ne les interdis pas d'aller voir des guérisseurs. Mais j'ai dit aux guérisseurs, venez, il faut leur faire part que vos plantes que vous donnez, ça ne suffit pas. Et de ne pas leur dire qu'ils sont guéris de cette maladie, mais de leur dire que c'est une rémission. Il n'y a que ça que je peux faire.